L'Américain moyen souffre aujourd'hui d'un excès de poids d'environ 10 kilos. 460 000 femmes américaines mourront d'infarctus ou de maladies cardiovasculaires. Voici 70 grammes de graisse. En fait, vous pourriez vous épargner 12 grammes de graisse et la moitié des calories en avalant tout simplement une tablette de beurre. Je veux parler du diabète, de l'hypertension, des maladies osseuses, de l'ostéoporose. Aujourd'hui, le cancer de la prostate est celui qui frappe le plus la population masculine en Amérique. Les médecins disent qu'on devrait manger moins de viande rouge et industrielle. Il y a aussi la sclérose artérielle, le cancer et les maladies auto-immunes. Nous atteignons aujourd'hui des taux sans précédent de diabète de type 2 chez l'enfant et nous commençons à avoir des cas d'hypertension dès l'école primaire. Juste pour info, il y a 2120 calories là-dedans. Il est clair que le régime alimentaire occidental fait des ravages. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme, car le problème grossit à vue d'œil et en attendant, c'est nous qui grossissons. La nourriture. Elle est au centre de notre existence et de nos traditions. Chaque événement festif est l'occasion d'un bon repas ou d'un festin. Mais ces aliments que nous consommons, y compris certains que nous pensons être bons pour la santé, ne seraient-ils pas responsables de la plupart de nos problèmes de santé les plus graves? Nous sommes désormais face à une crise sanitaire de grande ampleur. 40% des Américains souffrent aujourd'hui d'obésité. Et près de la moitié de la population américaine suit un traitement médical. Le plus célèbre des médicaments anticholestérol, le Lipitor, est le remède le plus prescrit au monde. Désormais, aux États-Unis, près d'un enfant sur 5 âgé de 4 ans est considéré comme obèse. Les enfants d'origine mexicaine et afro-américaine ont une plus forte tendance à souffrir de surpoids. Ce sera peut-être la première génération d'enfants qui, aux États-Unis, vivra moins longtemps que ses parents. Les dépenses de santé représentent chaque année 2200 milliards de dollars, soit 5 fois plus que le budget de la défense. Les États-Unis détiennent d'ailleurs le record mondial en matière de dépenses de santé par habitant. Pourtant, les gens sont plus malades qu'ils ne l'ont jamais été. Une personne en bonne santé ne rapporte rien, une personne morte non plus. L'argent se trouve donc entre les deux, chez les personnes vivantes en quelque sorte, mais qui souffrent d'une ou plusieurs maladies chroniques. L'obésité, le diabète, les maladies cardiaques et l'hypertension sont toutes des maladies liées à notre alimentation et qui coûtent à ce pays plus de 120 milliards de dollars chaque année. Aux États-Unis, une personne est victime d'une crise cardiaque chaque minute. 1500 personnes meurent chaque jour d'un cancer. À elles seules, ces deux maladies tuent chaque année plus d'1 million d'Américains. Et les cas de diabète connaissent une augmentation spectaculaire, tout particulièrement chez les jeunes. Le diabète. Le diabète. De diabète aggravé. Une personne sur 3 née aux États-Unis développera au cours de sa vie cette pathologie. Des millions d'autres seront atteintes de toutes sortes de maladies dégénératives. D'autres encore, et elles sont nombreuses, tentent de remédier à leur fatigue chronique par la consommation de sucre, de café et de boissons énergisantes. Mais existe-t-il une seule solution à ces problèmes? Une solution si simple et si radicale qu'il est troublant de constater qu'on ne s'y soit pas encore vraiment intéressé. Il est temps de réagir et de rappeler que nous ne résoudrons pas ce problème en avalant des cachets, mais plutôt des épinards. Un nombre croissant de chercheurs affirment qu'en éliminant ou en réduisant considérablement la consommation de nourriture industrielle ou d'origine animale, nous pouvons prévenir, et dans certains cas même guérir, un grand nombre de ces maladies. Il suffirait d'adopter une alimentation basée sur les produits non transformés d'origine végétale. Cela semble presque trop simple pour être vrai. Je ne suis pas a priori le candidat idéal pour l'investigation sur les liens entre régime alimentaire et problèmes de santé. Sur la route, j'ai bu 2 Red Bull. Et j'ai aussi avalé un Coca-Cola de 40 centilitres et un autre de 20 centilitres. Je dois avouer que mon hygiène de vie n'a pas toujours été exemplaire. J'ai souvent abusé du fast-food. Mais dans le cadre de cette enquête, sur les liens qui existent entre notre alimentation et notre état de santé, j'ai décidé d'aller rendre visite à 2 médecins de Los Angeles, le docteur Lederman et le docteur Alona Poulde. Bonjour. Bonjour, ravi de vous connaître. Lee Fulkerson, enchanté. Voici le docteur Poulde. Bonjour. Bonjour docteur, enchanté. Ils sont tous les deux docteurs en médecine. Le docteur Lederman est spécialisé en médecine interne et le docteur Poulde en médecine générale. Il propose un traitement basé sur une alimentation complète composée d'aliments d'origine végétale. Allons-y, commençons et ensuite on discutera un peu. D'accord. 14-8. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir. Comme la plupart des Américains, je me croyais en bonne santé. Montrez-moi vos mains. À ma connaissance, je ne souffrais d'aucune maladie. Tenez-les normalement. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vrai check-up. J'ai donc décidé d'aller en faire un. Lorsque le docteur Lederman m'a fait part des résultats,
j'ai été assez secoué. Je dois avouer que je suis sous le choc. Je suis vraiment préoccupé par les résultats de l'analyse de sang. J'ai un taux de cholestérol de 240, 241, que je n'ai jamais eu auparavant. Et puis le chiffre 6 ici, c'est ce qui m'inquiète le plus. Ce chiffre correspond au test de dosage de la CRP, qui mesure l'inflammation du cœur et des artères. Ce chiffre indique un risque très élevé de maladie cardiaque. Je décide donc de suivre un programme nutritionnel de 12 semaines sous le contrôle du Dr Lederman. Ce programme consiste à traiter le risque de maladie cardiaque sur la base d'une alimentation composée de produits non transformés d'origine végétale. L'idée de veiller sur sa santé en surveillant son alimentation n'est pas nouvelle. D'ailleurs, Hippocrate, médecin grec et père de la médecine occidentale, avait dit « De la nutrition, tu feras ta médecine ». C'était il y a plus de 2000 ans. Mais ce n'est que très récemment que la science a commencé à tester et à appliquer ce principe. Deux chercheurs ont contribué à cet effort de façon décisive. Il s'agit du Dr Colin Campbell et du Dr Caldwell Esselstyn. Nés à quelques mois d'écart en 1933 et 1934, ils ont tous les deux grandi dans une exploitation agricole. La ferme où le Dr Campbell a passé son enfance se trouve en Virginie. C'est là que sa famille élevait des vaches laitières et des races à viande. Mon père et ma mère se sont installés ici en 1943, quand j'avais 9 ans. Nous avions un troupeau d'environ 20 à 30 bêtes, ce qui à cette époque était relativement modeste. En son temps, le lait était considéré comme un aliment naturel parfaitement sain. À tel point qu'à l'époque, aux États-Unis, une campagne gouvernementale recommandait que l'enfant, une fois sevré, passe directement du sein de la mère au lait de vache. Produire des aliments naturels était un travail gratifiant. Créée en 1675, la ferme des Esselstyn se trouve dans le nord de l'État de New York. C'est dans ces vallons que venaient paître leurs troupeaux de vaches. Alors le QG, c'est ici en quelque sorte. Oui, plus ou moins. Ces granges étaient un peu l'épicentre de la ferme. L'élevage se faisait ici. C'est donc ici que vous avez appris le métier? Cette profession, oui. La profession de fermier. Quel âge vous aviez lorsque vous êtes arrivé ici? 7 ans. Mais j'ai dû attendre d'avoir 8 ans pour conduire le tracteur. Vous avez commencé tard, dis donc. Tout à fait. Mais j'adorais ça. Je prenais vraiment beaucoup de plaisir à participer au travail de la ferme. Les deux docteurs ne se connaissaient pas encore, mais cette enfance passée à la ferme allait avoir une influence durable et décisive sur les deux hommes. Il fallait beaucoup de résistance, de persévérance et de ténacité pour réussir. Quand on y pense, c'est assez ironique qu'aujourd'hui, nous militions tous les deux contre la consommation des produits que nous produisions au sein de notre famille. Mais au cours de la vie de Campbell et d'Esselstyn, le régime alimentaire des Américains allait connaître de profonds bouleversements. Au début du XXe siècle, chaque Américain consommait annuellement environ 54 kilos de viande. En 2007, on atteignait le record considérable de 100 kilos par habitant. En 1913, ils consommaient près de 18 kilos de sucre par an. Mais en 1999, leur consommation totale de sucre atteignait presque 67 kilos par an et par personne. En 1909, un Américain consommait environ 133 kilos de produits laitiers par an. Mais en 2006, leur consommation annuelle avait plus que doublé pour atteindre le chiffre de 274 kilos. Au début des années 50, Campbell fut envoyé à l'université de Penn State, tandis qu'Esselstyn partait faire ses études à Yale. Esselstyn faisait alors partie de l'équipe d'aviron de l'université et remporta à ce titre une médaille d'or lors des Jeux olympiques de 1956. Ces mêmes années 50 sont marquées par une accélération du rythme de vie, même dans le domaine de l'alimentation. La fin de cette décennie marque l'âge d'or du drive-in et du hamburger. Les supermarchés font leur apparition dans les zones pavillonnaires de banlieue fraîchement construites à l'après-guerre. C'est alors qu'apparaissent ce que l'on appelle les plats préparés, comme les célèbres barquettes en alu du dîner devant la télé, sans oublier les nombreux plats préparés en tout genre censés nous faciliter la vie et la rendre meilleure. Pour l'heure, Campbell termine ses études à l'université de Cornell, connue pour abriter l'un des plus prestigieux départements des sciences de la nutrition du pays. Il mène alors des recherches dans le domaine de la biochimie et de l'alimentation animale. Mais je me concentrais plutôt sur l'alimentation des animaux dans la perspective d'une production de viande, de lait ou d'œufs riches en protéines. Ainsi, mes recherches étaient axées sur les protéines, pour assurer que nous n'en manquerions pas.
Les protéines étaient alors considérées comme l'élément nutritif vital. C'est l'un des premiers nutriments qui fut découvert. Sans protéines, l'animal mourrait. D'ailleurs, au tout début du XXe siècle, certaines personnes affirmaient que les protéines constituaient l'essence même de la civilisation. Et les protéines étaient bien souvent synonymes de produits d'origine animale, et tout particulièrement de viande. Aujourd'hui, c'est toujours le cas dans toute l'Amérique. Pourquoi est-il important de manger de la viande? Pour les protéines. Pour les protéines? Pour les protéines? Pour les protéines. Pour les protéines. Pour les protéines? Pour les protéines. Pour les protéines. C'est plein de protéines. Il nous en faut, on ne peut pas vivre sans protéines. L'idée que les végétaux peuvent eux aussi contenir des protéines n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle, et elle a eu beaucoup de mal à s'imposer. Qu'importe où nous allions puiser ces protéines. À la fin des années 50, la plupart des scientifiques considéraient qu'il nous en fallait toujours plus. La famine et la malnutrition frappaient alors beaucoup d'enfants dans le monde. On en discutait entre nutritionnistes. Que pouvait-on faire? Il fallait leur fournir un minimum vital de protéines. J'étais d'accord avec cette analyse. À la même époque, le docteur Caldwell Esselstyn entame sa carrière médicale au sein de la célèbre Cleveland Clinic, à Cleveland, dans l'Ohio, où il ne tarde pas à se spécialiser en chirurgie. C'est profondément satisfaisant de savoir qu'on peut éliminer la maladie. Si le patient a des calculs, on les retire. S'il souffre d'un ulcère ou d'une hernie, on intervient aussi de façon directe. Au cours des années 60 aux États-Unis, les maladies cardiaques sont en forte croissance. Ce que les médecins appellent communément la cardiopathie coronarienne est généralement causée par un rétrécissement des artères chargées de véhiculer le sang jusqu'au cœur. Une substance graisseuse contenue dans le sang, appelée cholestérol, s'accumule alors peu à peu dans les artères coronaires, réduisant le flux sanguin en direction du cœur. Cette maladie peut entraîner divers types de problèmes, depuis l'angine de poitrine sévère jusqu'à l'infarctus. Le cholestérol est une substance naturelle produite par tous les animaux, y compris par l'être humain. C'est un composant essentiel des parois cellulaires. Mais lorsque nous consommons du cholestérol alimentaire qui ne se trouve que dans les produits d'origine animale, comme la viande, les œufs et les produits laitiers, ce cholestérol a tendance à s'accumuler dans le sang. Voici ce que l'on appelle une plaque d'athérome, logée à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, principale cause des maladies cardiovasculaires. À la fin des années 60, à la Cleveland Clinic, un collègue du docteur Esselstyn fait une découverte capitale pour le traitement de cette maladie. Esselstyn se souvient d'avoir partagé les vestiaires du bloc opératoire avec lui. Son nom, le docteur René Favaloro. René était un chirurgien particulièrement brillant. Et en 1967, il a réalisé dans cette clinique le premier pontage aorto-coronarien. Cette technique révolutionnaire consistait à retirer une veine de la jambe du patient pour aller l'implanter dans la zone du cœur où l'artère coronaire était obstruée, afin que le sang puisse continuer de circuler en contournant l'artère bouchée. Cette année, près de 500 000 Américains devront subir une opération à cœur ouvert. Chaque intervention coûte environ 100 000 $. À elles seules, ces opérations constituent une dépense faramineuse, dont le montant s'élève à près de 50 milliards de dollars. Joey Aucoin vit à Tampa, en Floride, où il dirige une entreprise d'aménagement paysager. Je répète à tout va, et c'est une blague classique, que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Et j'ai toujours mangé tout ce que je voulais. En 2004, les médecins découvrent que le taux de cholestérol de Joey atteint le chiffre critique de 320. Son taux de sucre dans le sang, 480, n'est pas moins préoccupant. Il découvre alors non seulement qu'il souffre de diabète de type 2, mais qu'il encourt aussi de graves risques d'infarctus et de congestion cérébrale. Ça, c'est ma batterie de médicaments quotidiens. Je dois prendre 2 comprimés pour le diabète, un pour le cholestérol et un pour l'hypertension. Je dois aussi me faire une piqûre de Byetta tous les matins avant le petit déjeuner et tous les soirs avant le dîner. Et je fais ça tous les jours depuis 4 ans maintenant. C'est un traitement très fatigant et je ne me sens plus tout à fait normal. Je ne dors plus que 4 heures par nuit, j'ai horreur de prendre tout ça. Au milieu des années 60, le docteur Campbell se rend aux Philippines afin d'apporter plus de protéines aux millions d'enfants souffrant de malnutrition. Afin de réduire les coûts de l'opération, il décide avec ses collègues de ne pas avoir recours aux protéines animales. Le programme ne tarde pas à montrer ses fruits. Mais c'est alors que le docteur Campbell découvre une information de la plus haute importance. Elle concerne les familles aisées des Philippines, dont l'alimentation était particulièrement riche en produits d'origine animale.
On a constaté que les enfants de ces familles avaient une plus forte tendance à développer des cancers du foie. Une constatation surprenante, car le cancer du foie affecte essentiellement les adultes. Le simple fait que ces maladies touchaient des enfants signifiait qu'il y avait là quelque chose de crucial. Peu de temps après, le docteur Campbell découvre un article scientifique publié dans une revue médicale confidentielle indienne. Cet article relate l'expérience menée sur des rats de laboratoire qui avaient été exposés à une substance cancérigène appelée l'alpha-toxine, avant de recevoir une alimentation riche en caséine, la principale protéine contenue dans le lait. Ils avaient testé les effets de cette protéine sur le développement du cancer du foie. Ils travaillaient sur la base de 2 taux de protéines différents. Le premier était un taux de 20% du total des calories et l'autre groupe recevait un taux de seulement 5%. Le taux de 20% provoquait un cancer. Celui de 5% le réduisait. Cet article, ajouté aux découvertes qu'avait fait le docteur Campbell quant à la corrélation entre le cancer du foie chez l'enfant et la consommation de produits d'origine animale, eut un effet décisif sur son travail et sur sa vie. Nous savions désormais que les protéines animales avaient un effet décisif sur le développement du cancer. Durant cette même période, le régime alimentaire des Américains changeait. Le secteur du fast-food explosait. Et de plus en plus d'Américains débordés avaient recours à ce type d'alimentation pour nourrir leur famille. Alors que le raz-de-marée du fast-food s'abat sur le pays, le taux de décès liés au cancer continue d'augmenter. En 1971, le président Richard Nixon décide de lancer un programme intitulé « La guerre contre le cancer ». Nous sommes réunis aujourd'hui pour signer le Cancer Act de 1971. J'espère que dans les années à venir, cette campagne sera considérée comme l'une des plus importantes menées par cette administration. Sur la ligne de front de cette guerre d'un nouveau genre, on retrouve Caldwell Esselstyn. En 1978, il dirige l'unité du cancer du sein de la clinique de Cleveland. C'est alors qu'il commence à remettre en question sa propre pratique médicale. J'avais beau pratiquer un grand nombre d'interventions auprès de femmes atteintes d'un cancer du sein, je n'aidais cependant en rien celles qui en seraient bientôt les prochaines victimes. Le docteur Esselstyn se penche alors sur les statistiques mondiales du cancer du sein. Il découvre, entre autres, que le cancer est beaucoup moins répandu au Kenya qu'aux États-Unis. En 1978, une Kenyane avait donc 82 fois moins de chances d'être atteinte de la maladie qu'une Américaine. Mais le docteur Esselstyn allait être encore bien plus surpris par les chiffres concernant les autres formes de cancer qu'il découvre à cette occasion. En 1958, dans tout le Japon, combien de décès par cancer de la prostate ont-ils été recensés? 18 dans tout le pays. J'avoue que c'était pour moi le chiffre de santé publique le plus ahurissant sur lequel j'étais jamais tombé. La même année, la population américaine représentait à peine le double de celle du Japon, alors qu'on y comptait déjà plus de 14 000 décès dus à un cancer de la prostate. Le docteur Esselstyn découvre aussi qu'au début des années 70, le risque de maladies cardiovasculaires dans la Chine rurale était 12 fois moins élevé qu'aux États-Unis, et que ces maladies n'existaient quasiment pas dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le lien qui existait entre toutes ces zones géographiques était très simple. On n'y mangeait pas à l'occidental, ni produits laitiers, ni viande. Mais Esselstyn est encore plus frappé par un fait historique qui avait longtemps été négligé. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Norvège fut occupée par les Allemands, qui commencèrent par confisquer tout le bétail fermé du pays afin d'alimenter leurs propres troupes. Les Norvégiens se virent donc contraints à se nourrir essentiellement de produits d'origine végétale. Maintenant, si l'on observe le nombre de décès par infarctus et congestion cérébrale survenus en Norvège juste avant cette période, qu'est-ce qu'on voit? 1927, 1930, 1935, ça continue de grimper. 1939, on est au maximum. Et là, bingo! Les Allemands arrivent, immédiatement après, ça baisse. 1940, 41, 42, 43, 44, 45... A-t-on jamais vu un taux de maladies cardiovasculaires chuter de façon aussi radicale sous l'effet des statines, des pontages coronariens ou des prothèses vasculaires? Non. Mais regardez ce qui se produit tout de suite après. Avec la fin des hostilités en 1945, c'est le retour de la viande, des produits laitiers et des maladies cardiovasculaires. Il y avait là une formidable leçon à en tirer. Mais nous n'avons pas compris.
De telles évidences ont conduit le docteur Esselstyn aux mêmes conclusions que celles auxquelles le docteur Campbell était arrivé suite à son travail aux Philippines. Il existe un lien évident entre la consommation de produits animaux et certaines de nos maladies les plus mortelles. D'autres chercheurs étaient parvenus à la même conclusion. C'est notamment le cas du docteur John McDougall. Au milieu des années 70, il exerce dans une plantation de sucre à Hawaï. J'ai pu observer que l'état de santé des gens dépendait du temps qu'ils avaient passé à Hawaï. Ceux qui avaient grandi au Japon, aux Philippines, en Corée, en Chine, avant d'arriver là, étaient sveltes. Ils n'avaient jamais d'infarctus, de cancer de la prostate, du côlon, du sein, d'arthrite rhumatoïde, de sclérose en plaques ou d'obésité. Ils avaient 80-90 ans et étaient en bonne santé. Leurs enfants étaient déjà plus gros et plus souvent malades, et leurs petits-enfants davantage encore. La clé, c'était le régime alimentaire. Dans le pays d'origine, la première génération avait appris à se nourrir de riz et de légumes, contrairement à leurs enfants qui s'étaient tournés vers la viande et les produits laitiers. Les conséquences étaient claires, prise de poids et maladie. C'est alors que j'ai compris l'origine de la plupart d'entre elles. À ce moment, Campbell et Esselstyn ignorent tout de cette information. Mais ils n'en arrivent pas moins à cette conclusion révolutionnaire. Bon nombre de nos problèmes de santé les plus invalidants pourraient être considérablement réduits, à défaut d'être totalement éradiqués, en adoptant tout simplement ce qu'ils appellent une alimentation à base de produits non transformés d'origine végétale, c'est-à-dire en consommant des aliments provenant surtout de végétaux très peu traités comme les fruits, les légumes, les céréales et les féculents. Cela implique aussi d'éviter les produits animaux tels que la viande, les produits laitiers et les œufs, ainsi que les produits traités industriellement comme la farine blanche, le sucre blanc et l'huile. Les recherches que les docteurs Campbell et Esselstyn ont menées dans ce domaine ont changé leur vie pour toujours. D'après votre dossier, vos objectifs sont arrêter les piqûres et les médicaments, bien dormir la nuit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, éliminer cette sensation d'épuisement et perdre du poids. Exact, c'est tout à fait ça. Vous parlez aussi de manque d'énergie, de bourdonnement d'oreilles, de problèmes de sinus, de manque de souffle, de sifflement, de toux, d'indigestion, de reflux gastrique, de diarrhée, de ballonnement, de selles noires, de difficultés à bouger, à perdre du poids, de sensations de faim chronique, de somnolence après les repas, de fringales et de crises d'angoisse liées à la nourriture. C'est une longue agonie. Mon intention n'est pas d'insister sur les points négatifs. Dans l'ensemble, tout cela devrait s'améliorer. Mais je veux y ajouter mes objectifs. Quels sont vos objectifs? Je veux guérir vos problèmes de santé, tous ceux qui peuvent l'être. C'est le cas de la plupart. On a parlé des risques et des avantages. Comme je vous l'ai dit, j'arrêterai tous ces médicaments qui représentent le risque majeur. D'accord, je vais essayer. Je ferai le maximum, je vous le promets. Vous y arriverez, j'en suis sûr. 1975, à l'université Cornell, le docteur Campbell poursuit les recherches sur ses découvertes faites aux Philippines. Dès le début, notre recherche s'est principalement axée sur deux objectifs majeurs. D'une part, reproduire dans la mesure du possible le travail de ces chercheurs indiens, parce que cela faisait beaucoup réfléchir. Et deuxièmement, si cela s'avère être exact, essayer de comprendre comment ça marche. Tout comme les chercheurs indiens, Campbell nourrit donc 50% de ses rats de laboratoire d'aliments contenant 20% de caséine, la principale protéine contenue dans les produits laitiers. L'autre moitié ne reçoit que 5% de caséine. À l'issue des 12 semaines d'études, on relevait chez les rats auxquels on avait administré le plus fort taux de caséine une forte augmentation du nombre de tumeurs précoces de cancer du foie. En revanche, tous les rats qui n'avaient mangé que 5% de cette même protéine ne montraient pas le moindre signe de cancer. Le docteur Campbell décide alors de pousser sa découverte un peu plus loin. Cette fois, au lieu de soumettre les rats d'un groupe au même régime alimentaire tout au long de l'étude, il décide de les faire passer d'un groupe à l'autre, alternant les régimes à 5 et à 20% de caséine à 3 semaines d'intervalle. Les résultats sont stupéfiants. Dès lors qu'un rat recevait 20% de la protéine de lait, le développement des tumeurs précoces explosait. On constatait à l'inverse que si le même rat était ensuite soumis à un régime de 5% de protéines, le développement de la tumeur se résorbait. Cette information était tout à fait fascinante.
Nous pouvions donc déclencher ou diminuer une tumeur cancéreuse tout simplement en jouant sur le taux d'ingestion de cette protéine animale. L'écart entre 5 et 20% est conforme à l'expérience américaine. Les études habituelles de cancérigènes chimiques portent sur des taux 3 à 4 fois plus importants que ceux que nous avons expérimentés. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Le Dr Campbell découvre qu'un régime alimentaire contenant 20% de protéines végétales issues de soja et de blé n'entraîne aucune forme de cancer. Néanmoins, l'idée selon laquelle les protéines animales sont essentielles à la santé est fortement ancrée dans l'inconscient collectif. Connie Dickman défend cette opinion. Directrice du département de nutrition à la Washington University de Saint-Louis, cette ancienne présidente de l'Association américaine de diététique est aussi conseillère auprès du Conseil national de l'industrie laitière. Si on élimine totalement les produits animaux de notre régime, on risque de manquer de protéines. Les protéines animales fournissent tous les acides aminés nécessaires à la croissance des cellules, à la réparation des tissus et à une bonne santé générale. Les aliments non transformés d'origine végétale fournissent le taux de protéines et de calories suffisant. Prenons la pomme de terre ou le riz par exemple. Ils n'en contiennent que 8 à 9%. Eh bien, c'est plus ou moins la quantité dont nous avons besoin. Suite à ces recherches, Campbell parvient à une conclusion quant à la façon dont les gènes, les substances chimiques et l'alimentation interagissent dans le développement du cancer. Le cancer débute par des gènes. Ce peut être des gènes avec lesquels nous sommes nés ou bien des gènes qui ont été modifiés sous l'effet d'une substance chimique et qui se transforment alors en gènes susceptibles de produire des cellules cancéreuses. Le fait que nous développions ou non un cancer dépend essentiellement de la façon dont nous allons aider ces cellules cancéreuses à se développer au fil du temps. C'est là que l'alimentation entre en jeu. Le développement est beaucoup plus rapide si nous ingérons des protéines animales. Campbell, comme d'autres scientifiques spécialistes de la nutrition, ont découvert que seul un pourcentage très faible de cancer est uniquement causé par les gènes eux-mêmes. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu qu'il n'y a pas plus d'1 ou 2% au maximum des cancers qui sont causés uniquement par des gènes dont nous pourrions être porteurs. C'est l'information la plus utile que je transmets, car passer son temps à se dire que nos maladies s'expliquent par nos gènes, c'est être une victime impuissante. Je me nourrissais de façon désastreuse. Je ne connaissais que la caféine et le sucre. Le docteur Pam Popper dirige le Wellness Forum de Columbus, dans l'Ohio. Elle est spécialiste des questions de santé et de nutrition. Toutes les femmes de ma famille sont en surpoids, sauf moi. Je mange et je vis autrement. J'ai infléchi mon destin génétique en adoptant d'autres habitudes. Au cours des années suivantes, le Dr Campbell poursuit ses recherches en laboratoire sur la base de divers animaux et de plusieurs nutriments végétaux. Les résultats sont probants. Les nutriments issus des produits animaux contribuent au développement du cancer, tandis que les nutriments végétaux agissent en sens inverse. Mais le Dr Campbell n'a pas encore réussi à identifier le mécanisme biologique spécifique qui est à la base des effets qu'il a pu observer. Il ne s'agissait pas d'un seul mécanisme, mais plutôt d'une symphonie de mécanismes. Le marketing nous fait croire que l'alimentation repose sur des aliments individuels. C'est ainsi qu'ils sont commercialisés. Alors qu'en fait, les aliments interagissent entre eux pour créer cette symphonie. Les centaines de milliers de produits chimiques contenus dans les aliments forment un ensemble qui donne le ton. C'est d'une grande complexité. C'est une conception holistique. Et j'avoue que je trouve cette idée très fascinante. Campbell comprend alors que même si ces découvertes faites en laboratoire sont fondamentales, elles restent limitées. En quoi pouvaient-elles être utiles à l'être humain? Comment différents types d'aliments pouvaient-ils déclencher des cancers ou d'autres maladies? Il manquait à Campbell une étude de population à grande échelle. Et l'occasion rêvée allait bientôt se présenter. La mangue, c'est excellent. Ça donne un goût très agréable. Prenez-la bien mûre. Les docteurs Lederman et Alona Pouldé font partie de ces médecins, au nombre encore limité mais en forte croissance, qui considèrent la consommation d'aliments non transformés d'origine végétale comme le premier des traitements médicaux. Ils accompagnent même leurs patients faire leurs courses pour leur apprendre à lire les étiquettes. Peu importe ce qui est écrit sur l'emballage. Il faut lire les ingrédients. C'est la seule chose qui compte. Ils leur apprennent à cuisiner ces aliments. Médecins typiques, les docteurs Pouldé et Lederman proposent des traitements basés sur l'alimentation. La meilleure des médecines, selon eux. Les patients se sentent mieux et leur état de santé s'en trouve amélioré.
En 1973, le Congrès des États-Unis adopte des mesures d'aide aux agriculteurs qui encouragent notamment une augmentation de la production céréalière. Le surplus de maïs donne naissance à un produit dérivé à faible coût, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. L'industrie alimentaire intègre alors cet édulcorant à de nombreux produits, des sodas hot dog, les rendant accessibles à bas prix. Mais les sucres raffinés et autres produits transformés sont bien plus caloriques que la plante dont ils sont issus. Ils ont démesurément enrichi notre alimentation. Le Dr Doug Lisle, psychologue évolutionniste, tient ces produits pour principaux responsables de l'épidémie d'obésité qui frappe l'Occident. Le comportement des gens ne s'est pas relâché, ils ne sont pas devenus plus paresseux. Mais aujourd'hui, on trompe leur mécanisme de satiété. Le processus est déclenché par divers récepteurs situés dans notre estomac qui nous permettent de jauger la quantité de nourriture que nous avalons. Il y a d'abord les récepteurs de distension gastrique qui permettent de mesurer le volume de nourriture présent dans l'estomac. Et ensuite, les récepteurs de densité énergétique qui aident à déterminer leur teneur en calories ou ce que nous appelons plus communément la richesse de la nourriture. Par exemple, 500 calories de nature végétale vont totalement remplir l'estomac. Nos récepteurs de distension et de densité vont alors signaler au cerveau que nous avons mangé suffisamment. Mais 500 calories provenant d'aliments industriels ou artificiellement enrichis ne rempliront pas autant l'estomac. Les récepteurs indiqueront alors au cerveau que nous pouvons manger davantage. Mais c'est encore pire avec 500 calories d'huile, soit uniquement de la matière grasse ou presque, qui ne déclenche pratiquement aucun message. Le problème, c'est que les aliments totalement artificiels qu'on produit aujourd'hui conduisent les gens à manger plus que nécessaire pour être rassasiés. Mais pourquoi ces aliments enrichis, si néfastes à notre santé, nous procurent-ils autant de plaisir? Le Dr Lisle affirme que la réponse se trouve dans ce que l'on appelle la triade de la motivation. Il s'agit de 3 mécanismes biologiques dont la nature a pourvu tous les êtres vivants afin qu'ils puissent survivre et transmettre leurs gènes à la génération suivante. Le premier mécanisme de cette triade est la recherche du plaisir. Cela correspond principalement à 2 choses qui sont la nourriture et le sexe. Dans le cas du grand requin blanc, c'est un peu comme s'il avait en permanence un néon qui clignotait dans sa tête avec les mots nourriture, sexe, sexe. Et si c'est un mâle, ce sera plutôt sexe, nourriture, mais ça revient au même. Les 2 autres mécanismes de la triade de la motivation visent à éliminer la souffrance et à limiter l'effort au maximum. Chercher le plaisir, éviter la douleur, préserver l'énergie, c'est la synthèse du comportement animal, du plus petit jusqu'au grand requin blanc. Les aliments enrichis stimulent naturellement nos sens, car c'est pour la nature une façon de nous dire que nous pouvons épuiser un important apport nutritif avec un minimum d'effort. C'est le même mécanisme qui a aidé nos ancêtres à identifier et à dénicher les aliments les plus mûrs et les plus riches en calories, ce qui contribuait à leur survie. Mais dans le contexte actuel, nous avons accès de façon artificielle à une quantité de calories qui dépasse amplement tout ce que nos ancêtres auraient pu trouver dans la nature. Ces aliments nous procurent un plaisir démesuré, ce qui nous mène tout droit vers ce que le Dr Lisle appelle le piège du plaisir. Le piège du plaisir est une interaction entre nos instincts naturels, qui nous indiquent ce que nous avons de mieux à faire, et une sorte de stimulation moderne, totalement artificielle, qui vient détourner ce processus et le kidnappe. L'exemple le plus classique, ce sont les drogues et la dépendance qu'elles entraînent, car la drogue agit en venant phagocyter les circuits du plaisir. Lorsque certaines substances entrent en contact avec ces circuits, elles provoquent des sensations d'euphorie et d'excitation. Ce sont les mêmes effets qui se produisent lorsque nous consommons des aliments industriels. On a supprimé les fibres, l'eau, les minéraux, on s'est démené pour produire des aliments hyper concentrés en sucre et en matière grasse, ou surdosés en sel. Et ces aliments ont entraîné une forme de dépendance. Ce sont de véritables drogues qui ont aussi des effets très nocifs, parmi lesquels un apport de calories tout à fait inutile. Le Dr Terry Mason est haut-commissaire à la santé de la ville de Chicago, l'un des rares fonctionnaires américains à défendre ouvertement un régime alimentaire axé sur des produits d'origine végétale. Si ça marche, saute, nage ou rampe, si ça a des yeux, un papa et une maman, n'en mangez pas. Le Dr Mason considère que les populations défavorisées ont plus de difficultés que les autres à faire de bons choix en matière d'alimentation. Tout d'abord, ils ont une alimentation riche en calories et pauvre en éléments nutritifs. C'est là le vrai problème.
Malheureusement, quand on est pauvre en toutes choses. Dans le domaine de la santé, des choix alimentaires, dans presque tous les secteurs de l'existence. Ces populations défavorisées sont donc particulièrement vulnérables à la dépendance créée par les aliments industriels bas de gamme. Les gens veulent que ça aille vite, que ce soit rapide. Ils aiment tout ce qui est salé, ils adorent le goût des aliments frits. C'est exactement ce qui se passe dans notre communauté. Sandera Nation vit en compagnie de ses 5 enfants dans une paisible banlieue de Cleveland, dans l'Ohio. En octobre 2008, elle est tout à coup frappée de curieux symptômes. Je voulais parler, mais je n'y arrivais pas. Je tremblais, je transpirais, et ensuite j'avais très froid et j'avais mal au cœur. J'étais très fatiguée, j'avais mal à l'estomac. Alors je suis allée chez le médecin et il a diagnostiqué des problèmes d'hypertension et de diabète. Tout comme Joey O'Coin, Sandera s'est vue prescrire une série de médicaments très coûteux. J'ai d'abord refusé la réalité. J'entendais ce qu'il me disait, mais je le refusais. Je continuais de manger des choses que je n'aurais pas dû. Je n'avais pas reçu l'éducation qui m'aurait permis de comprendre. Et ma survie dépendait donc de ces cachets. Jusqu'à ce que Sandera rencontre le docteur Esselstyn, qui lui recommande alors de se soigner au moyen d'aliments non transformés d'origine végétale. Venez, entrez, mettons-nous au travail. J'étais un peu nerveuse, mais il m'a facilité les choses. J'étais vraiment très intéressée par ce qu'il disait, par tout ce qu'il allait m'apprendre et par le chemin que j'allais engager avec lui. « 1974. Le Premier ministre chinois Zhou Enlai est hospitalisé pour un cancer de la vessie. Il sait qu'il en est au stade terminal et décide d'offrir à son pays une meilleure connaissance des cancers. Il initie alors ce qui deviendra l'une des plus vastes et rigoureuses études scientifiques de l'histoire. 650 000 chercheurs vont recenser les décès liés à différents types de cancers survenus entre 73 et 75. Cette étude prend en compte toutes les provinces chinoises et plus de 880 millions d'individus. Zhou Enlai meurt en 1976, quelques années avant l'achèvement de l'étude. Il va te falloir combien de chemises? 3 sans doute? Oui. L'étude sur le cancer initiée par Zhou Enlai va alors avoir un impact considérable sur ce que le Dr Campbell a lui-même appelé la touche finale de ses recherches. Et vous y avez passé 2 ou 3 mois? Le Dr John Chi-Chen est actuellement directeur de recherche au Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Sa première rencontre avec le Dr Campbell date de 1980 à Cornell. Il est alors membre de l'Institut chinois de l'alimentation et des sciences de la nutrition. La guerre froide commence à montrer des signes d'apaisement et le Dr Chen est parmi les premiers scientifiques chinois reconnus à se rendre aux États-Unis. Entre-temps, le Dr Campbell est devenu l'un des plus éminents biochimistes nutritionnels au monde. La découverte de ce livre a marqué le début d'une collaboration fondamentale. Ce livre est l'Atlas de la mortalité par cancer en Chine. Publié en 1981, l'Atlas du cancer est le fruit de la vaste étude nationale initiée par Zhou Enlai. Il révèle une très étonnante distribution géographique des différents types de cancers en Chine. Il se concentre en effet dans certaines zones dites sensibles. Le schéma se répète cancer après cancer. Par ailleurs, les provinces les plus touchées étaient souvent plus étendues que les moins affectées. Par exemple, pour le cancer de l'œsophage, si l'on en croit cette carte des cancers, on relève des différences de mortalité jusqu'à 400 fois plus importantes selon les différentes provinces de Chine. C'est énorme. Oui, et je crois qu'aux États-Unis, l'écart selon les régions est un multiple moindre. Effectivement, l'écart est au maximum du double. Oui. Cela a donc attiré notre attention. Et nous nous sommes demandé, mais pourquoi? Ils sont tous chinois. Génétiquement, il n'y a pas tant de différence entre eux. Alors pourquoi sont-ils si inégaux face au risque de cancer? Et nous pensons que cela doit être lié à leur environnement, à l'environnement au sens large.
Et de notre point de vue, cela concerne évidemment le régime alimentaire. On a réfléchi et on s'est dit, pourquoi nous n'irions pas là-bas réaliser une étude? Pour le Dr Campbell, c'était là l'occasion qu'il avait toujours attendue. Il allait notamment pouvoir vérifier si les observations concernant le cancer du foie chez les enfants philippins, ainsi que les conclusions qu'il avait tirées de ses recherches en laboratoire, s'appliquaient aussi à une vaste population humaine. Le projet se proposait d'étudier 367 variables alimentaires et sanitaires, devenant ainsi l'une des études nutritionnelles les plus ambitieuses jamais menées. Le Dr Campbell et ses collègues sélectionnent alors soigneusement 65 provinces réparties dans toute la Chine et essentiellement situées en zone rurale ou semi-rurale. Nous avons choisi des provinces rurales car le lieu de résidence y est plus stable. De plus, on y conserve le même mode de vie durant au moins 20 ou 30 ans. Plus de 350 employés sont alors formés pour aller étudier méticuleusement le régime alimentaire et le mode de vie de 6500 personnes réparties dans les provinces sélectionnées. Ils effectueront aussi des analyses d'urine et des prises de sang. En 83, le Dr Campbell, le Dr Chen et leurs collaborateurs commencent à analyser l'énorme quantité d'informations qu'ils ont rassemblées. Ce travail va demander des années. Après 8 semaines de régime végétarien, Joe Aucoin continue de vivre sans ses médicaments. Quand j'ai commencé, je ressentais plein d'effets secondaires à cause des médicaments et de mon état de santé. Mais ça s'améliore de jour en jour. Je me sens mieux. J'ai rarement de coups de fatigue maintenant. Je suis en forme toute la journée. Ça, c'est la balance sur laquelle je me pèse. Il y a 8 semaines, j'étais à 99 kilos. Maintenant, je suis descendu entre 82 et 84. Plus une seule ceinture ne me va. J'ai ajouté 2 trous dans celle-ci parce que je l'adore. Je n'ai plus rien à me mettre. Il faudrait que j'aille faire du shopping. C'est un problème sympa au fond. Ça l'amuse. Au fond, je crois que les résultats spectaculaires qu'il a obtenus l'ont rendu un peu accro. Il adore ça. Je ne l'imagine pas faire machine arrière. Il se sent trop bien. Et même s'il se relâchait un peu, je suis sûr qu'il se reprendrait parce qu'il se sent tellement mieux. Il est en pleine forme. Il a l'air plus jeune. S'il lâchait prise, il devrait reprendre tous ses médicaments. Et ça le motive énormément pour conserver ce nouveau mode de vie. Au milieu des années 80, le docteur Caldwell Esselstyn tente de mettre en place une étude sur les maladies coronariennes. Son projet consistait à soumettre un groupe de patients à un régime alimentaire d'origine végétale pauvre en graisse, accompagné d'une très légère administration de médicaments anti-cholestérol. Au bout de 18 mois, j'ai peu à peu obtenu les 24 patients que je demandais. Mais les patients qu'on m'avait adressés étaient plus gravement malades que je ne le pensais. Ils avaient déjà subi 1 ou 2 pontages coronariens et 1 ou 2 angioplasties sans amélioration. Et 5 d'entre eux s'étaient entendus dire par leur cardiologue qu'ils ne passeraient pas l'année. L'une de ses patientes les plus gravement atteintes, Evelyn Oswick, professeure spécialiste de la parole et de la communication, était âgée de 59 ans. Je me jetais sur les friandises au chocolat. Je dévorais tous les beignets qui me tombaient sous la main. J'adorais ça. Je mettais de la sauce partout. Et j'ai fini par faire 2 infarctus avant de rencontrer le docteur Esselstyn. Après mon 2e infarctus, le médecin m'a annoncé que je devais me préparer à mourir. C'est texto ce qu'il m'a dit. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Vous voulez dire qu'à partir de maintenant, je dois aller acheter un fauteuil, m'y asseoir et attendre la mort ?» Il m'a regardé, il m'a répondu « Oui, c'est exactement ce que je veux dire. » Anthony Yen est né et a grandi en Chine. Nous mangions de la nourriture typiquement chinoise. Nous consommions seulement de tout petits morceaux de viande, émincés, qui servaient surtout à parfumer les plats. Nous ne mangions pas, comme aux États-Unis, d'épais morceaux de viande, énormes, qui en Chine permettraient facilement de nourrir toute une famille. En Chine, nous mangions aussi beaucoup de légumes et des soupes. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai découvert les fast-foods. Je mangeais des hamburgers, des cheeseburgers, des pizzas, et j'ai remarqué que je prenais du poids. À l'âge de 56 ans, M. Yen ressent soudain de fortes douleurs au niveau de la poitrine. J'ai alors dû subir une opération à cœur ouvert. On m'a posé 5 pontages coronariens. 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines plus tard,
J'avais à nouveau des douleurs dans la poitrine. Je suis alors allé voir le docteur Esselstyn en compagnie de mon épouse. J'ai rencontré personnellement chacun de ces patients tous les 15 jours durant les 5 premières années. À chacune de ces visites, nous procédions à un bilan lipidique complet, à un contrôle de la pression artérielle, du poids, et je vérifiais tout ce qu'ils avaient mangé. En basant simplement le traitement de ses patients sur l'alimentation, le docteur Esselstyn allait à l'encontre des pratiques médicales de haute technologie très coûteuses qui étaient profondément ancrées dans la médecine traditionnelle et les politiques de santé. Je suis sûr que, dans mon dos, on m'appelle le docteur potager. Mais j'ai toujours eu le goût des défis. Il faut mettre l'eau à bouillir et ensuite on va faire cuire tout ça. On va juste assaisonner, puis on ajoutera les oignons et les épinards. Je n'ai jamais été du matin, c'est pas mon truc. Et juste avant de vivre cette expérience, c'était pire que ça ne l'avait jamais été. Le matin, quand je me levais, il me fallait avant tout ma dose de caféine. J'avalais des Coca, des Red Bull. Il me fallait ça avant de pouvoir commencer à penser, mais à me mettre au travail. Nous allons préparer des nouilles de riz. Il suffit de les faire bouillir, pas trop longtemps, et d'y ajouter un petit peu de cette préparation. C'est vrai qu'il mange plus souvent, mais il mange des choses saines et il perd du poids. Il se sent certainement beaucoup mieux. Ça se voit sur son visage, dans sa façon de se tenir. Il a aussi perdu du ventre. Il est bien plus en forme. Il se lève plus tôt maintenant, et ça c'est chouette parce qu'on peut passer un peu de temps ensemble le matin. Et moi, je ne porte rien. C'est vous le docteur. 1990. Après presque 10 ans d'efforts, le docteur Campbell et ses collaborateurs publient enfin les résultats de l'étude qu'ils ont menée en Chine. Ils n'identifient pas moins de 94 000 corrélations entre régime alimentaire et maladie. C'est une quantité très élevée pour une étude. Quand nous avons terminé d'établir toutes les corrélations qui figurent dans ce livre, nous nous sommes penchés sur celles qui, d'un point de vue statistique, étaient significatives. Il y en avait entre 8 et 9 000. Quand vous relevez autant de corrélations et que vous commencez à relier toutes celles qui sont pertinentes d'un point de vue statistique, c'est-à-dire qu'il y en a 19 sur 20 qui vont dans la même direction, alors ça a de très fortes chances d'être vrai. Cette étude présentait des centaines de tableaux détaillés et de graphiques qui retraçaient les données brutes qu'ils avaient rassemblées. Ces informations étaient ensuite recoupées entre elles de multiples façons afin de prouver leur fiabilité et d'identifier le lien qu'elles entretenaient avec les 367 variables étudiées. Je crois que la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de l'analyse de ces corrélations tient en un seul message. Une alimentation basée sur les produits d'origine végétale, essentiellement les céréales, les fruits et les légumes, et une toute petite quantité de produits animaux, va toujours de pair avec un très faible taux de mortalité dû à certains cancers, attaques cérébrales et aux maladies cardiovasculaires. Le New York Times parle alors de l'étude la plus vaste et la plus complète jamais menée sur les relations entre le régime alimentaire et le risque de développer des maladies. Le docteur Campbell a enfin des données à grande échelle. Il constate que les résultats viennent bien confirmer ses découvertes précédentes. Il y a là une évidence scientifique. Les aliments naturels non transformés d'origine végétale sont bénéfiques à l'être humain, alors que les aliments d'origine animale ou industrielle ne le sont pas. Mais pour Sandera Nation, au début, les choses n'ont pas été aussi faciles. C'était un peu dur parce que, aussi loin que je me souvienne, ça devait faire 38 ans que je mangeais des cochonneries, des trucs gras. Et c'était très compliqué de changer les choses du jour au lendemain. Alors j'ai commencé à tenir un journal durant les 3 premières semaines environ, pour y noter mes émotions, ce que je ressentais, pour que d'autres personnes sachent que c'est normal d'éprouver ces sensations-là. Tout au long de ce processus, Sandera bénéficie d'un solide soutien de la part du docteur Esselstyn et de son épouse Anne. Il me contactait et il me disait « Nous ne vous avons pas oublié ». Et je savais que c'était vrai. Je sentais qu'il disait la vérité. Aujourd'hui, je suis allée au centre commercial. J'avais envie d'un Subway et je me suis dit « Je vais aller me chercher un bon sandwich à la viande ». Une fois là-bas, j'ai reçu un coup de fil. C'était Madame Esselstyn. C'est comme s'ils avaient senti qu'à cet instant, j'avais un moment de faiblesse. Elle m'a dit « Promettez-moi de ne rien aller vous acheter à manger au centre commercial ».
Ça m'a donné des frissons de recevoir ce coup de fil à ce moment-là. Alors j'ai quitté le magasin et je suis sortie sans mon sandwich. Alors que le docteur Campbell publiait les résultats de l'étude réalisée en Chine, le docteur Esselstyn obtenait des informations capitales suite aux recherches qu'il avait initiées en 1985. Il avait commencé avec 24 patients, mais 6 avaient abandonné dès la première année. Il ne lui en restait donc plus que 18. Au bout de 5 ans, nous disposions d'un certain nombre d'angiogrammes de contrôle. On constatait que chez 11 de ces patients, la maladie avait cessé de progresser, mais chez 4 des patients, on voyait très clairement qu'elle avait régressé. Ces résultats étaient époustouflants. Le régime alimentaire avait donc un effet que des médicaments ou même la chirurgie n'avaient jamais atteint auparavant. De véritables reculs des maladies cardiaques. Le mécanisme biologique responsable de ce renversement de situation réside dans la paroi des veines et des artères, dans ce que l'on appelle les cellules endothéliales. Ce sont les gilets de sauvetage de nos vaisseaux sanguins. Quand vous êtes jeune, que vous êtes un adolescent en bonne santé et que vous les étalez en une fine couche, elles recouvriraient peut-être 6 ou 8 terrains de tennis. En 1988, des scientifiques découvrent que ce sont les cellules endothéliales qui fabriquent le gaz que l'on appelle l'oxyde nitrique. À quoi sert l'oxyde nitrique? Il permet au sang de circuler de façon fluide. Il est en quelque sorte moins lourd, moins collant. L'oxyde nitrique aide aussi à dilater les vaisseaux sanguins lors d'une activité physique et évite la formation de dépôts. Mais le plus important, c'est que l'oxyde nitrique a le pouvoir de résorber l'inflammation qui semble aller de pair avec la formation de la plaque. Des analyses scientifiques ont démontré que dès que l'on adopte le régime alimentaire de nos sociétés occidentales, nos cellules endothéliales sont endommagées. Quand vous arrivez à 40, 50 ou 60 ans et que vous avez mis les cellules endothéliales à dure épreuve, vous n'avez plus de quoi recouvrir 6 ou 8 cours de tennis, peut-être juste 1,5 ou 2, et du coup, elles ne vous protègent plus. Pourtant, selon le docteur Esselstyn, à partir du moment où nous adoptons un régime alimentaire basé sur les aliments non transformés d'origine végétale, nous constatons que non seulement la destruction de nos cellules endothéliales est stoppée, mais qu'elle est même inversée. Au début de 5 ans d'études, le docteur Esselstyn introduit une légère modification, cependant cruciale, dans le menu de ses patients. C'était en 1990, après avoir lu l'article élogieux du New York Times sur les travaux du docteur Campbell menés en Chine. Suite à l'article, le docteur Esselstyn m'a invité à venir donner une conférence en Arizona. Ces deux révolutionnaires, qui avaient suivi une trajectoire similaire, mais cependant séparés, finissaient enfin par se rencontrer. Moi, je viens du monde scientifique. Et lui vient du monde médical, où il a mené des expériences extraordinaires. D'un côté la science, de l'autre les données cliniques. Rassemblez-les et vous obtenez des résultats spectaculaires. Quand Esselstyn découvre les recherches de Campbell, il supprime tous les produits laitiers du régime alimentaire de ses patients. Le programme en cours continuait de donner des résultats impressionnants. Et en 1995, il publie un article dans une célèbre revue scientifique. L'un des succès les plus remarquables obtenus par Esselstyn concerne d'ailleurs l'un de ses collègues à la clinique de Cleveland, le docteur Joseph Crow. J'étais très actif. J'étais en bonne santé. Je faisais des tas de choses. J'avais la quarantaine. Je ne présentais aucun facteur de risque de maladie cardiaque. Mais le docteur Crow, dont le taux de cholestérol était considéré comme tout à fait normal, est en fait atteint d'une maladie cardiaque. Cet angiogramme, réalisé en 1996 suite à un premier infarctus qui a failli lui être fatal, montre dans quel état pitoyable était l'une de ses artères coronaires. Cet autre angiogramme fut pratiqué moins de 3 ans après le début du traitement diététique qu'il suivait. Le docteur Crow a eu beaucoup de chance. Dans 25% des cas, la mort soudaine est le premier et le seul signe de maladie coronarienne. Les premiers 18 patients du docteur Esselstyn étaient tous encore en vie après les 12 années d'études. 14 sont toujours vivants aujourd'hui, soit plus de 20 ans après le début de cette expérience. En fait, même si le docteur Esselstyn est toujours très aimable, si vous lui disiez « je vais participer à ce programme et suivre ce régime », vous deviez vraiment suivre votre régime. Sinon, il vous mettait à la porte. Vous n'aviez pas le choix. C'est un homme extrêmement souriant, mais il est aussi très strict. Et c'est grâce à ça que je suis toujours en vie. En fait, c'est tout simplement un homme merveilleux.
Quand je regarde certaines photos de moi qui datent d'il y a 20 ans, j'ai l'impression d'avoir l'air plus vieux qu'aujourd'hui. J'ai juste perdu mes cheveux entre-temps. Mais Anthony et un autre patient avaient aussi noté un autre changement. Quand vous êtes jeune, que vous êtes adolescent et que vous croisez une femme par exemple, cela vous procure une sorte de stimulation et vous notez une réaction physique je veux dire. J'appelle ça hisser le drapeau. Eh bien cela nous arrivait à moi et à d'autres patients du Dr Eselstein que j'appelais les petits cobayes. Notre drapeau continue de flotter au vent. On a rarement envie d'évoquer ses problèmes d'érection avec son médecin. C'est pourtant une conversation qu'il faut avoir. Cela fait 25 ans que je suis urologue. Et la dysfonction érectile est le premier symptôme clinique d'une maladie cardiovasculaire généralisée. C'est un véritable signe avant-coureur. Cela vous indique que vous souffrez d'un important dysfonctionnement endothélial et vasculaire, bien avant que vous ne soyez victime d'un infarctus, par exemple. Nous devons cesser de concevoir le corps comme un ensemble de compartiments séparés. Le corps n'est pas compartimenté. Le sang circule dans tout le corps. Et s'il y a une affection vasculaire quelque part, elle est partout. En dépit des résultats visiblement positifs du traitement diététique, certaines voix s'élèvent pour dénoncer le côté extrême de ce régime alimentaire. Bien, mais aujourd'hui, avec le régime alimentaire occidental, quelles sont les certitudes? Cette année, dans ce pays, près de 500 000 individus devront subir une opération à cœur ouvert. Il faudra leur ouvrir le torse et leur prélever des veines dans les jambes pour les greffer sur le cœur. On peut aussi considérer cela comme une expérience extrême. Entre-temps, le Dr Eselstein a traité avec succès plus de 250 patients souffrant de maladies cardiovasculaires, presque uniquement au moyen d'aliments non transformés d'origine végétale. Je suis convaincu que les maladies cardiaques sont une sorte de tigre de papier édenté qui n'aurait jamais dû exister. Et si aujourd'hui elles existent, elles ne devraient jamais progresser. Las Vegas, dans le Nevada. Nous rencontrons au Couture Gym un formidable athlète végétalien, le grand champion de combat libre Mac Danzig. Dans le domaine des arts martiaux mixtes, la force, la robustesse et l'endurance sont des qualités primordiales que l'on retrouve chez ce champion. J'ai arrêté de manger des produits laitiers quand j'avais environ 18 ans, parce que cela me provoquait des allergies au niveau des oreilles, du nez et de la gorge. Je n'arrêtais pas d'avoir des otites et d'autres infections. Quand j'ai arrêté ces aliments, la seule chose qui me séparait du régime végétalien, c'était le poulet et le poisson. Ça faisait des années que j'en mangeais, et j'en mangeais parce que je pensais que j'en avais besoin. Parce que tout le monde me disait « Tu es un athlète et il faut au moins que tu manges du poulet et du poisson pour avoir des protéines. » Comme une sorte de mythe qui perdure pendant des années. Et lorsque j'ai supprimé le poulet et le poisson, je n'ai ressenti aucun manque. C'était un peu un stéréotype, mais je pense que la plupart des gens voient les végétaliens comme des sortes de hippies, un peu maigrichons. Et moi, je n'essayais pas de briser les stéréotypes. Si je mange comme ça, c'est tout simplement pour des raisons personnelles et ça me réussit très bien. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie maintenant que je ne mange plus de viande. J'ai aussi l'impression de récupérer plus vite entre chaque entraînement. Mon intention n'est pas d'essayer de faire partie d'un club fermé ou quelque chose dans le genre. Je suis mon chemin, c'est tout. Et je crois que je ne mangerai plus jamais de viande ou de produits laitiers de ma vie. Voilà ce que l'on appelle le planning alimentaire de type A. On y trouve des aliments qui appartiennent aux 4 groupes d'aliments principaux, car nous nous intéressons aux besoins journaliers et ces aliments entrent dans cette catégorie. Nous devons servir à nos enfants 700 centilitres de lait frais par jour pour leur apporter le calcium, la vitamine B2 et les autres éléments nutritifs dont ils ont besoin. Durant des décennies, l'industrie laitière et le gouvernement nous ont répété que le lait était bon pour les os. Bien que les aliments non transformés d'origine végétale contiennent tous du calcium, un élément essentiel à la santé des os, on ne cesse de nous convaincre que la forte teneur en calcium des produits laitiers nous est indispensable,
Enfants et femmes enceintes sont tout particulièrement visés par cette incitation à boire toujours plus de lait. Quel est selon vous le principal élément nutritif que l'on trouve dans les produits laitiers comme le lait? Le calcium. Le calcium. Le calcium. Le calcium? Le calcium. Le calcium. Le calcium. Le calcium. Le calcium. Les connaissances scientifiques sur l'importance des produits laitiers dans la santé des os sont très solides. Et de ce fait, la Fondation nationale contre l'ostéoporose s'appuie sur ces connaissances pour formuler ses recommandations. L'ostéoporose est une maladie osseuse dégénérative, unanimement expliquée par un manque de calcium. Si cela était vrai, les pays qui présentent une forte consommation de produits laitiers, principale source de calcium dans l'alimentation occidentale, devraient afficher de faibles taux d'ostéoporose. Mais si l'on en croit une étude réalisée par un éminent chercheur de Harvard, les pays affichant un fort taux d'ingestion de calcium ont aussi un grand nombre de fractures de la hanche, l'un des symptômes majeurs de l'ostéoporose. Plus la consommation de produits laitiers est importante, plus le taux d'ostéoporose est élevé. C'est exactement le contraire de ce que l'industrie laitière nous répète depuis si longtemps. Le principal mécanisme, c'est que les protéines animales tendent à entraîner un trouble de l'équilibre acido-basique que l'on appelle l'acidose métabolique. Pour combattre ce déséquilibre, le corps va donc chercher le remède antiacide le plus immédiatement disponible, à savoir le calcium qui se trouve dans les os. Et lorsque le calcium est récupéré pour neutraliser les excès d'acidité, nos os s'affaiblissent. Tout en continuant à défendre les bienfaits du lait, de nombreux organismes de santé nationaux recommandent depuis peu de consommer des produits laitiers allégés. Cela peut être du lait, des yaourts, du fromage, tout ce qui est fabriqué à partir du lait. Mais le plus important, comme le recommandent aussi les associations de diététique, les associations contre l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires, c'est qu'il doit s'agir de produits allégés ou sans matière grasse. Lorsqu'on retire les matières grasses, les protéines occupent une plus forte proportion de l'ensemble. Ces produits sont donc plus riches en protéines et faibles en matières grasses. Et lorsque l'on compare le rapport entre ces produits laitiers allégés à fort taux de protéines et le cancer de la prostate, le lien est aussi fort qu'entre la cigarette et le cancer du poumon. Les animaux que vous voyez ici sont ce qu'on appelle des génisses. Ce sont de jeunes femelles, pas encore adultes. Elles n'ont pas encore eu de petits? Elles n'ont pas vélé. Elles ne produisent pas de lait tant qu'elles n'ont pas eu de petits. Dès qu'elles entrent dans la période de lactation, on fait en sorte qu'elles soient presque toujours enceintes, durant 3 ou 4 ans. Pourquoi est-ce qu'elles mangent de l'herbe là? En fait, c'est la dernière fois de leur vie qu'elles verront de l'herbe. Bientôt, elles retourneront dans l'étable et y resteront jusqu'à la fin de leur vie. Quand j'étais jeune, nous défendions notre produit, nous tentions de le promouvoir, parce que c'était l'aliment parfait par excellence. Et j'en étais moi-même convaincu. Mais au fil du temps, ce point de vue a évolué. C'est un aliment parfait pour les veaux. Mais vouloir faire passer le lait d'une espèce à une autre, ça n'a pas beaucoup de sens. 2 mois après avoir commencé son traitement, Sandera constate que les effets sur son diabète de type 2 et son hypertension sont spectaculaires. Depuis que je suis un régime végétarien, ma tension artérielle est excellente. Mon taux de sucre dans le sang est descendu à 80, ça m'a fait un choc. Puis à 70. Et quand il est arrivé à 60, je me suis dit, c'est pas trop faible ça? J'en ai parlé à la conseillère qui suivait mon diabète et elle m'a dit, non, c'est un taux de sucre normal, ça veut dire que votre pancréas travaille. Le processus s'inverse. L'ironie veut que Sandera travaille dans un service de consultation pour diabétiques. Mais le traitement qui s'avère efficace sur son diabète n'est pas venu de la médecine conventionnelle. Et les effets positifs se font sentir bien au-delà des seules maladies chroniques de Sandera. Maintenant, je me sens moins abattue. J'ai perdu cette peur que procure la maladie quand on sait qu'elle gagne du terrain, parce que maintenant, je reprends le contrôle. J'ai su faire marche arrière et me remettre sur la bonne voie. Alors mentalement, je me sens bien. Je mange correctement. Et Anne m'a dit une chose qui est tout à fait vraie. Elle m'a dit, vous allez vraiment commencer à sentir le goût de ce que vous mangez. Et quand je mangeais une pêche blanche, j'avais l'impression d'être au 7e ciel. J'ai appris à manger et c'est très agréable de voir qu'on est capable de manger moins sucré, qu'on perd du poids, que tout votre corps change. Je crois que nous sommes un peu trop dépendants des médecins et des médicaments. Nous devrions prendre nos responsabilités et contrôler les choses par nous-mêmes. En parlant de médecins et de médicaments, quelle fut la réaction du généraliste de Sandera face à son nouveau mode de vie? Récemment, quand j'ai évoqué avec elle la baisse spectaculaire de mon taux de glucose, je lui ai dit « Je peux arrêter les médicaments maintenant ?» Elle m'a répondu « Non, vous devez continuer de les prendre. »
Et elle a ajouté, mais à quoi il joue ce médecin? Il veut que vous renonciez à tous vos médicaments ou quoi? Et moi j'ai pensé, oui, j'espère bien que c'est ça l'objectif. Il reste donc encore beaucoup de gens à convaincre. Sally et Jim prennent leur petit déjeuner à 7 heures. C'est un bon petit déjeuner équilibré avec de bons aliments. Aujourd'hui, il y a du lait, des céréales, un œuf poché et une orange coupée en rondelles. Une bonne façon de commencer la journée. L'organisme qui, aux États-Unis, formule les directives en matière d'alimentation est le département américain de l'agriculture. C'est lui qui décide quels sont les aliments qui doivent être consommés et servis aux soldats sur le terrain ou aux enfants dans les cantines. Ce sont ces mêmes directives que l'on donne aussi dans les écoles, influençant ainsi ce qui deviendra l'alimentation de nos enfants pour le restant de leur vie. Le docteur David Klurfeld est chercheur en nutrition et dirige le programme national d'alimentation humaine en collaboration avec le département de recherche agricole de l'USDA. L'USDA a commencé à formuler des recommandations alimentaires dans les années 1890. C'était bien avant certaines découvertes sur les vitamines et les minéraux. Par la suite, différents groupes d'aliments ont été définis. D'abord 4 groupes de base, puis 5, 7, 12, et ces groupes évoluaient en fonction des progrès de la science. Le plus connu de ces classements, le Basic Four, ou les 4 denrées de base, a été présenté en 1956 dans le prospectus « Alimentation pour être en forme ». Il allait constituer durant plus de 30 ans le pilier de l'éducation alimentaire et définir ce que toute une génération considérait comme une alimentation saine. En 1992, il laisse place à la pyramide alimentaire, qui est ensuite remplacée par ce que l'on appelle ma pyramide. Ces directives recommandent de consommer 3 produits laitiers par jour et continuent de considérer la viande comme la principale source de protéines. Si l'on suit les conseils de ma pyramide, une jeune fille de 15 ans peut consommer quotidiennement un bol de céréales industrielles avec du lait demi-écrémé et un verre de jus d'orange à base de concentré pour le petit déjeuner. Des biscuits salés au fromage pour la pause du matin, un cheeseburger dans du pain complet accompagné de frites et d'un soda pour le déjeuner, un gâteau au chocolat et du raisin pour le goûter, et enfin des nuggets de poulet, un biscuit salé et des haricots verts en conserve pour le dîner, accompagnés en dessert d'une glace allégée. Je vois bien ce qui se passe aujourd'hui avec la façon dont nous alimentons nos enfants dans le système scolaire. Il ne faut pas s'étonner si l'obésité infantile atteint des niveaux aussi élevés. Le docteur Neil Bernard est chercheur et président du comité médical pour une médecine responsable. Le problème, c'est que quand on regarde un enfant pousser son plateau à la cantine, on voit tout de suite quelles sont les politiques publiques qui sont appliquées. Il y a des steaks hachés recouverts de fromage, du lait, fortement subventionné, autant que vous en voulez. Mais les fruits et légumes, ça ne court pas les rayons. C'est tout simplement parce que le gouvernement a passé des contrats avec des producteurs de viande ou d'autres fabricants. Ça n'a rien à voir avec la santé des enfants, mais bien plutôt avec la santé financière des gros groupes agroalimentaires. Le problème, c'est que l'USDA est un organisme de défense des agriculteurs. Il en faut bien un. Mais il ne peut pas à la fois plaider en leur faveur, financer leurs activités, gérer la production alimentaire, subventionner les denrées agricoles, puis changer de rôle et expliquer aux gens ce qu'ils doivent manger. Car ils le feront en fonction des intérêts des agriculteurs et non de la population. En 1998, le groupe du Dr Barnard intente un procès à l'USDA. Tous les 5 ans, le gouvernement reformule les recommandations alimentaires adressées à la population. C'est une sorte de schéma directeur de ce que les gens sont censés manger pour rester en bonne santé. Quand on s'est intéressé à la commission qui formule ces directives, on s'est aperçu que 6 des 11 membres du groupe avaient des liens financiers avec l'industrie alimentaire. Il existe des lois qui régissent leur action et la transparence des décisions, et ils violent ces lois. Nous avons donc déposé une plainte. Le procès a été long, mais nous avons gagné. Ça n'a pas changé grand-chose. Les fonctionnements qu'ils ont mis en place perdurent et continuent de favoriser l'industrie agroalimentaire. Je ne pense pas que les liens qui existent entre l'industrie alimentaire et les scientifiques soient véritablement un problème. Car si l'industrie bovine se pose des questions sur ses produits, n'est-il pas normal qu'elle fasse appel aux meilleurs scientifiques? Et si l'industrie alimentaire fait appel aux meilleurs scientifiques, il est légitime qu'on ait envie qu'ils fassent aussi partie du comité qui formule les recommandations alimentaires. Le conflit d'intérêts financiers n'est qu'une des formes du conflit d'intérêts. Il y a aussi des gens qui passent toute leur carrière professionnelle à essayer de prouver que le régime végétarien est bon pour la santé et que la viande rouge ne l'est pas. Ils n'ont pas de lien avec l'industrie alimentaire, mais il y a aussi une sorte de conflit d'intérêts. Nous avons tous des partis pris personnels. Moi aussi, j'en avais.
Mais à un moment de ma carrière, j'ai obtenu des résultats qui allaient à l'encontre des certitudes qui étaient les miennes. Il a donc fallu que je réfléchisse, que je remette ces partis pris en question et que je les examine avec attention. Et j'ai changé d'opinion. Mais ce changement d'opinion n'a pas été sans conséquence pour le Dr Campbell. Après avoir été considéré comme un éminent chercheur et avoir décroché des millions de dollars de subventions de recherche pour le département des sciences de la nutrition de l'Université Cornell, il a été marginalisé par les doyens de sa propre université. L'un de ses cours les plus populaires a été annulé par le directeur de la faculté qui a été longtemps consultant pour l'industrie laitière. De nombreux observateurs considèrent alors ces décisions comme arbitraires et comme une violation des principes de la liberté académique. Le Dr Campbell a aussi été témoin des manœuvres d'influence exercées par les entreprises sur les recherches destinées à définir la politique du gouvernement en matière d'alimentation. Il cite notamment l'exemple de la prestigieuse Académie nationale des sciences. Le bâtiment qui se trouve derrière moi est peut-être en matière scientifique le lieu le plus important du pays. C'est ici que les scientifiques participent aux délibérations pour déterminer de quelle façon la science peut infléchir les politiques publiques. À l'époque où j'y participais, ces commissions étaient essentiellement financées par de l'argent public. Mais au fil du temps, ces dernières années, j'ai vu arriver de plus en plus de fonds d'entreprise pour financer ces activités, ce qui les a autorisés à siéger dans ces commissions, tout particulièrement en tant que président. Alors évidemment, ils peuvent choisir les participants qui leur permettront de parvenir aux conclusions souhaitées. Les choses ne devraient pas se passer comme ça. Si le public apprenait combien cette influence est considérable, il en serait très choqué. Ça faisait 14 ans que je courais. En fait, j'étais marathonienne. J'avais 47 ans et j'étais au sommet de ma forme. 1982. La carrière sportive de Ruth Heydrich est stoppée net lorsqu'elle découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein. Après avoir subi une mammectomie, ses médecins lui prescrivent une chimiothérapie et une radiothérapie pour tenter d'endiguer le cancer qui a gagné les poumons et les os. À la place, Ruth décide de se rendre chez le docteur John McDougall. Et je lui ai dit, j'ai passé tout mon internat à collecter des informations sur le régime alimentaire et le cancer du sein. Tout est là dans ces dossiers. Lisez tout ça et dites-moi ce que vous en pensez. Il m'a dit, voici les études qui démontrent ce que j'essaie de prouver, que l'alimentation a le pouvoir de guérir le cancer du sein. Elle a tout lu. Et elle m'a dit, d'accord, je vais manger différemment. Et elle l'a fait. Il m'a alors appris à manger, ne pas ajouter d'huile, à consommer des fruits, des légumes, des céréales complètes. Ruth reprend alors ses entraînements pour le triathlon Ironman d'Hawaï, où elle doit enchaîner un marathon et des courses longue distance à vélo, puis en natation. J'étais obsédée par ce championnat. J'ai repris la course à pied, je n'avais jamais vraiment arrêté, et je me suis mise à la natation, au cyclisme et à la musculation. Les gens me disent « Tu es complètement folle, tu as un cancer, tu dois te reposer ». Les médecins me disaient ça. Mais je me sentais si bien, j'étais en forme et je voulais entretenir cette forme. Et j'étais persuadée que si je faisais attention à mon corps et que je le nourrissais bien, je serais capable de vaincre ce cancer. Au terme d'un des triathlons les plus éprouvants au monde, Ruth remporte une médaille d'or dans sa catégorie. Je suivais le régime à fond. Mon arthrite avait disparu, ma constipation avait disparu, mes pellicules avaient disparu. Je ne ressentais aucun signe de dépression comme c'est souvent le cas quand on vous diagnostique un cancer. Je me sentais pleine d'ardeur, comme revigorée et prête à démontrer que ce régime est quelque chose de bien plus important qu'on ne pourrait le penser. D'autres femmes ont guéri du cancer du sein ou du côlon. Certains patients atteints du cancer de la prostate qui s'était généralisé ont connu une rémission spontanée. L'annonce du cancer, ce n'est pas la fin du monde. On peut en guérir comme Ruth. Je continue de courir et de m'entraîner tous les jours. Combien de septuagénaires participent à des triathlons? Pas beaucoup. C'est un message d'espoir pour les gens de savoir qu'en vieillissant, on peut non seulement rester en bonne santé et vaincre les maladies dégénératives dont beaucoup sont atteints, mais qu'on peut aussi commencer à gagner des médailles. Nos choix alimentaires ont d'immenses conséquences sur la planète. Il faut, quantitativement, 10 fois plus d'énergie fossile pour la production d'une calorie animale qu'il n'en faut pour produire une calorie d'origine végétale.
Depuis les années 70, on a détruit 20% de la forêt amazonienne, soit une étendue de la taille de la Californie. 80% de ces terres défrichées sont aujourd'hui occupées par le bétail. Dans le monde, les animaux d'élevage consomment à eux seuls assez de céréales pour nourrir 8,7 milliards de personnes, soit près de 2 milliards de plus que la population mondiale. Aujourd'hui, 1 milliard d'individus souffrent de malnutrition à travers le monde. En récupérant ne serait-ce qu'une partie des céréales qui servent à nourrir le bétail, on pourrait alimenter tous ceux qui souffrent de la faim. Pour Gene Bauer, ces réalités et son profond respect des animaux l'ont convaincu d'adopter un régime alimentaire végétarien. Monsieur Bauer est président et cofondateur de la Farm Sanctuary, située près de Watkins Glen, dans l'État de New York, un refuge pour les animaux abandonnés ou maltraités. J'ai grandi en mangeant de la viande animale, comme la plupart des gens de ce pays. Mais quand j'ai commencé à examiner mes choix alimentaires, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment envie d'en manger. Plus j'en savais, plus je comprenais qu'il était sain de ne pas manger les animaux, et que c'était aussi un geste plus respectueux à l'égard de notre planète. Selon les Nations Unies, l'industrie de l'élevage est le plus gros contributeur au réchauffement de la planète, bien plus que toute l'industrie des transports. Donc, en consommant de la viande, du lait, des œufs comme nous le faisons, nous affaiblissons notre état de santé, nous abattons 10 milliards d'animaux innocents chaque année aux États-Unis et nous détruisons la planète. Les statistiques recueillies par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé démontrent les profonds effets de ce régime alimentaire sur la santé. Voici une estimation de la quantité de viande animale produite dans 9 pays. Un chiffre étroitement lié à la consommation de viande. Et voici les chiffres des décès par maladie cardiaque et par cancer dans les mêmes pays. Aux États-Unis, ces pathologies continuent d'être fortement présentes. Malgré les milliards de dollars dépensés en traitements médicaux, les maladies cardiaques constituent encore la principale cause de mortalité et tuent plus de 600 000 personnes chaque année. On fait l'autruche quand on parle de pontage cardiaque et de pose de prothèses vasculaires. Car il est indéniable que, pratiquées en situation d'urgence, ces interventions chirurgicales sont déterminantes et sauvent des vies. Mais quand on y a recours dans le cadre d'un traitement, ces procédés ne protègent pas d'une nouvelle attaque cardiaque. Pontage et pose de prothèses vasculaires sont le plus souvent utilisés pour traiter les artères fortement obstruées. Mais de nombreuses recherches s'accordent à reconnaître que seul un faible pourcentage d'infarctus est dû aux grosses formations de plaques. Les autres sont causés par les nombreuses petites obstructions plus récentes, beaucoup plus enflammées et donc plus susceptibles d'entraîner une rupture que d'anciennes plaques plus étendues et plus stables. C'est pourquoi ces interventions ne soignent pas la maladie. Elles traitent les symptômes. Voilà plus de 25 ans que le Dr Esselstyn a recours au mode d'alimentation qu'il recommande à ses patients. L'un de ses fils, Rip Esselstyn, a mené durant 10 ans une brillante carrière d'athlète de triathlon professionnel en se nourrissant exclusivement d'aliments d'origine végétale. À l'âge de 34 ans, il a changé d'orientation et s'est entraîné pour devenir sapeur-pompier. Rip a été envoyé à la Engine Company numéro 2 à Austin, au Texas. Il y a un fort esprit de compétition dans une caserne de pompiers. Nous adorons relever les défis. Un soir, on était dehors et on a fait une sorte de pari de comptoir pour savoir lequel d'entre nous avait le plus faible taux de cholestérol. Le lendemain matin, on est tous allés dans un labo pour faire une analyse et les résultats sont tombés. C'est comme ça qu'on a découvert que J.R. James Ray, notre petit gars de la campagne, avait un taux de cholestérol de 344. Avec un taux pareil, la mort vous tend les bras. Alors on a décidé de faire un acte solidaire et le lendemain, on a commencé à manger végétarien. Tout simplement pour sauver ses artères et lui sauver la vie. Ces hommes ont accepté de modifier le menu de la caserne. Mais au Texas, les habitudes alimentaires ont la vie dure. La viande, c'est presque un sport au Texas. J'ai plusieurs bons copains qui jouent au barbecue en équipe. C'est leur activité sportive du week-end. Au Texas, on ne rigole pas avec le barbecue. Au Texas, au Kansas... Pour les gars, pour être viril, faut manger de la viande. Et quand vous êtes sapeur-pompier, c'est encore plus important. L'année dernière, par exemple, il y a eu 133 pompiers décédés aux États-Unis. 52% d'entre eux sont morts de maladies cardiaques. La cause numéro 1 des décès chez les sapeurs-pompiers, c'est la maladie cardiaque. 3 semaines après avoir entamé son nouveau régime alimentaire, J.R. procède à de nouvelles analyses.
Son taux de cholestérol est descendu à 148, soit une baisse de 43%. Ces résultats motivent ses collègues qui voient eux aussi leur cholestérol baisser et leur énergie décuplée. Non seulement ces sapeurs-pompiers prenaient soin d'eux, mais ils étaient aussi plus en forme pour secourir les autres. Il y a une chose très importante quand on est sapeur-pompier, c'est qu'on ne sait jamais quel sera le prochain appel. On peut être appelé pour un incendie dans un grand immeuble où il faudra grimper 20 étages, avec les bonbonnes d'air, les équipements pare-feu et les lances d'incendie sur le dos. Tout le monde sait descendre en glissant, mais tout le monde n'est pas capable de monter, surtout sans les jambes. Et c'est entre 35 et 45 kilos de matériel qu'il faut porter sur une vingtaine d'étages. Il faut avoir une forme physique exemplaire et beaucoup de force pour y arriver. Un vrai mec mange des légumes. Un vrai mec mange des légumes. Les gens pensent que les pompiers servent à combattre le feu, et c'est ce que nous faisons. Mais plus de 70% des appels que nous recevons correspondent à des urgences médicales. Ce sont des accidents cardiovasculaires, des cas d'hypertension, de diabète de type 2, d'obésité endémique. Et nous sommes donc aux premières loges pour constater les dégâts causés par le régime alimentaire. Pour moi, la réponse est tellement simple que c'en est presque criminel. Les gens doivent devenir responsables de leur santé et commencer à manger beaucoup plus de produits d'origine végétale. C'est aussi simple que ça. Après 13 semaines de régime végétarien, le moment est venu d'aller chercher mes résultats chez le docteur Lederman. Quand vous avez commencé, vous pesiez près de 105 kilos. D'accord. Vous en pesez aujourd'hui un peu plus de 95. D'accord, c'est bien ça. Vous avez donc perdu 10 kilos. Au début, vous aviez une tension artérielle de 14,8. Elle est maintenant de 11,7. Waouh, ça a drôlement baissé. Oui, c'est très bien. Et ça va continuer à baisser si vous ne laissez pas tomber. Votre pouls était de 92 pulsations par minute au repos et il est maintenant descendu à 60. Formidable. Votre taux de cholestérol total est descendu de 241 à 154. Quoi? Oui, c'est assez spectaculaire. Il est passé de 241 à 154. À 154? 154, oui. Et votre taux de LDL, qui correspond au mauvais cholestérol, est à mon avis le résultat le plus impressionnant. Il est passé de 157 à 80. C'est pas possible. Si, c'est incroyable. Il a presque baissé de moitié. La dernière fois, nous avions fait un dosage de CRP, qui est une sorte de mesure de l'inflammation du cœur et des vaisseaux. Et elle est tombée de 6 mg par litre à 2,8. Je n'ai pris aucun médicament. Cependant, j'ai considérablement réduit mes chances de subir une attaque cardiaque ou de développer beaucoup d'autres maladies. Demain, ça fera 20 semaines que je suis ce programme. J'ai perdu 20 kilos. J'ai vaincu mon diabète. Nous sommes tous tellement fiers de vous. Je ne suis plus dépendant des médicaments. Je me sens tellement pleine d'énergie comme jamais auparavant. Mes enfants sont très contents. Ils sont très fiers de moi et ils me le répètent tout le temps. J'ai une sorte d'adage qui ne m'a jamais quitté ces dernières années. Pour gagner la guerre, ne te laisse pas décourager par une bataille perdue. Et si tu faiblis et que tu sombres dans la tentation, ne renonce pas. Remets-toi tout simplement en piste. N'attends pas demain, fais-le tout de suite. Je n'ai pas refait de diabète et je n'ai pas repris de poids. Le message est clair, on a le pouvoir de maîtriser sa propre vie. Joe Aucoin avait plus d'une vingtaine de problèmes de santé, dont un diabète de type 2. Mais après 22 semaines de régime végétarien, son état de santé s'est considérablement amélioré. Me revoilà. Bonjour, comment ça va? Vous allez beaucoup mieux. Vous avez perdu 12 kilos. 26 des 27 problèmes recensés ici ont complètement disparu. Les résultats de vos analyses sanguines correspondent à ceux d'une personne normale. Le taux de sucre dans le sang a diminué. Il continue de baisser, même au quotidien. Votre taux de cholestérol est beaucoup plus bas que lorsque vous avez commencé. Il est plus faible que lorsque vous preniez vos médicaments. Votre pression artérielle est normale maintenant, si on la compare à ce qu'elle était quand vous étiez toujours sous médicaments. Vous me dites que vous ne vous êtes jamais aussi bien senti. Ces photos le confirment. Vous avez bien meilleure mine. Les chiffres influencent bien sûr notre jugement sur ce que veut dire être en bonne santé. Mais il n'y a pas que les chiffres. C'est le tableau d'ensemble qui compte. Et le vôtre est vraiment très satisfaisant. J'en étais à 9 cachets et 2 injections par jour. Je dépensais entre 150 et 200 $ par mois en médicaments, en plus de ma mutuelle. Vous voyez l'économie en 5 mois? Ça fait entre 800 et 1000 $ pour ma seule part. Plus de médicaments, pas une piqûre. Et l'économie concerne surtout mon assurance santé.
Les chiffres du gouvernement montrent que 75% des dépenses de santé sont dues aux maladies chroniques, elles-mêmes liées au mode de vie et à la nourriture. Il faut éradiquer ce problème, en finir avec les maladies causées par notre alimentation. Les docteurs Campbell et Esselstyn ont aujourd'hui plus de 70 ans. Ils sont encore actifs et en pleine forme. Ils continuent d'ailleurs de transmettre leur message. Si l'on observe les enfants en âge d'aller à l'école, on voit que leur carotide, l'artère qui va au cerveau, présente déjà un épaississement de la paroi. Le docteur Esselstyn partage le fruit de ses connaissances lors de conférences aux États-Unis et à l'étranger. Son épouse Anne l'accompagne souvent pour conseiller les patients et leur apprendre à préparer les aliments végétaux. Le docteur Esselstyn est aussi directeur du programme de prévention et de guérison des maladies cardiovasculaires au Wellness Institute de la clinique de Cleveland. Tout comme le docteur Esselstyn, le docteur Campbell donne lui aussi des conférences dans toute l'Amérique et à l'étranger. Docteur Campbell, selon vous, nous ne devrions pas consommer de protéines animales, même quand ces aliments ne montrent aucun signe de contamination, c'est bien ça? C'est exact. Je pense que plus nous nous rapprochons d'un régime végétarien, avec des aliments complets, plus nous serons tous en bonne santé. En Chine, dans le pays où le docteur Campbell réalisa cette vaste étude auprès de la génération précédente, on assiste aujourd'hui à une forte croissance de la consommation moyenne de viande et de produits laitiers. Dans le même temps, le taux de maladies dégénératives est monté en flèche. De nombreux Chinois partagent aujourd'hui les a priori des Américains en matière d'alimentation. Manger de la viande, ça apporte des protéines et c'est très bon pour la santé. Le matin, il faut boire un verre de lait, c'est important. Mais le message du docteur Campbell fait de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Je vous remercie, merci beaucoup. Grâce au travail de ces deux pionniers et de leurs collègues, des milliers de personnes réalisent aujourd'hui que nous avons le pouvoir d'agir en profondeur et de façon positive sur notre état de santé et notre qualité de vie. Deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez consommer des aliments mauvais pour la santé qui vous assurent une mort précoce, ou bien vous nourrir de façon saine et vous assurer une longue vie. Cette voie-là passe par une alimentation complète à base de produits végétaux. Je ne connais aucun remède médical qui ait un effet aussi notable sur la santé que ce régime alimentaire. Et je peux vous assurer que si les autorités nationales refusent d'aborder la question de ce type d'alimentation dans les débats et les discussions, c'est pour maintenir le statu quo. Si la population adoptait ce mode d'alimentation, je crois que l'on pourrait réduire les dépenses de santé de 70 à 80%. C'est extraordinaire. Il suffirait simplement de comprendre ces principes, de les appliquer et d'observer les résultats. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vous-même et à votre famille, et je ne parle pas seulement de ceux de votre génération, mais de vos enfants et petits-enfants, c'est cette prise de conscience du fabuleux pouvoir qui est le nôtre de pouvoir éviter certains des épisodes les plus tragiques et les plus douloureux de l'existence. Il n'y a aucune raison que nous subissions ces événements. Je crois profondément que ceux qui nous écoutent devraient aller jeter un œil dans leur frigo et réfléchir à leur alimentation. On perd du poids et on se sent beaucoup mieux. Vous n'avez rien à perdre à essayer durant quelques semaines. Vous verrez comme c'est facile. Je ne peux pas dire que ça a été difficile. J'avais pris une décision et c'est ce qu'il faut faire. Je n'ai jamais eu l'impression d'être privée de quoi que ce soit. Je ne mangeais plus de glace, je ne mangeais plus de beignets, mais je mangeais d'autres choses. Je les remercie de tout mon cœur. Je ne sais pas s'ils mesurent à quel point ma vie a changé. Et pas seulement la mienne, mais celle de ma famille, de mon entourage. J'en ai encore des frissons quand j'en parle. Parce que c'est tellement sérieux, c'est une expérience qui transforme l'existence. Vous avez le pouvoir, le contrôle. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a tellement de choses que je ne maîtrise pas dans ma vie. Alors c'est mon message. Vous avez le pouvoir de maîtriser l'état de votre corps. Mangez pour vivre et ne vivez pas pour manger.
winter's way.